pense que dans un dispositif comme celui de l'école, ne peuvent y être heureux que les imbéciles. Donc les gens de gauche qui sont tous intelligents ne peuvent pas y être heureux. Les gens de droite, inversement, étant tous des imbéciles, ça va sortir par des petites phrases. Moi, je les notais déjà en 98 à Dreux. J'étais prof à Dreux. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est une ville où il y avait un grand passif migratoire, si je puis dire, puisqu'il y avait les usines Peugeot, je crois, c'est ça, où il y avait beaucoup comme ça, il y avait un afflux d'immigration maghrébine. Et donc, quand t'enseignais dans les quartiers de Dreux, bah voilà, tu te retrouvais avec ce genre de population. Moi, j'étais au lycée, c'était un peu différent, mais quand même un peu. Et donc, je voyais, en salle des profs, ça donne pas. C'est le grand remplacement qui est en route et il faut la remigration. En plus, on était en 95, c'était des sujets qui n'étaient pas encore complètement à la mode. C'était des hits qui n'avaient pas encore été joués. Mais c'était des petits machins. C'était du micro-racisme qui disait pas son nom. J'aurais pu les noter à l'époque. C'était des petits trucs où on voyait bien de quoi on parlait en fait au réfectoire quand on était en train de parler de les gens qui nous faisaient chier à longueur de journée, ils avaient quand même à peu près toujours le même profil, quoi. Et c'est là que j'insiste. Figurons-nous, en gros, c'est quoi le profil type de l'enseignant? Moi, à l'époque où je deviens enseignant, en 95, le profil type, c'est moi. C'est-à-dire que je suis vraiment lambda, moi. C'est-à-dire que je suis un mec de gauche. J'ai plutôt été éduqué globalement, il faudrait évidemment mettre plein de nuances décoloniales, mais globalement dans l'antiracisme. Je dis bien globalement parce que tout ça souffre plein de nuances que vous connaissez bien ici. Donc dans l'idée qu'on va devenir enseignant, on va peut-être se retrouver devant des gens, des Arabes, des Noirs, des choses, mais tant mieux, enfin pas tant mieux, mais disons, oui, cool quoi, on va faire notre boulot et on va le faire. La diversité. On aime la diversité, tout ça. Vous assumez votre fardeau. Voilà, c'est notre croix quoi. L'arabe et l'élève noir et arabe est notre croix. Parce que tu avais quand même au bout du compte, et c'est ça l'inconscient dont tu parlais, Dany, et c'est très juste, l'inconscient qui est façonné par les reportages à la télé, par tout un tas de trucs, tu vois, qui défraient la chronique, c'est arabe égale délinquant, arabe égale chieur à l'école, et donc plus j'aurai d'arabe dans la seconde 7, plus la classe sera bordélisante. Évidemment. Il y a l'effet contraire. C'est ça qui me fascine chez les profs. Et je te laisse la parole, c'est qu'il y a aussi l'autre sens, c'est que alors il y a tout l'idéal, non mais on voit pas les races et tout, et au final ils le voient, donc ils comptent les arabes, mais ils aiment bien aussi avoir les asiatiques. Et moi j'ai vu des profs dire il y a pas mal d'asiatiques, ça va être une classe calme, ils vont être sages et tout, donc il y a vraiment un profilage racial qui est fait. Je veux dire, c'était quelque chose, quoi. Et puis peu à peu, en fait, les mêmes enseignants de gauche, laïcs, plutôt anti-catholiques et anti-cléricaux, sont devenus de plus en plus, comment dire, tolérants et indulgents vis-à-vis de l'école catholique ou de l'école sous contrat à dominante catholique. Pourquoi ? Parce que ils s'étaient trouvé un autre ennemi. Ils s'étaient trouvé plus religieux encore, à leurs yeux, plus oppressif, c'était l'islam. Et que d'un seul coup se reconstituait une espèce de bloc que j'appellerais national-racial, pour reprendre une langue bien utilisée par ici. Et vraiment, je pense que c'est ça aussi qui fait que l'école privée, ça choque plus grand monde du côté, y compris des profs laïcs de gauche, quoi. Ça ne les choque plus, en fait. Parce que maintenant, ils sont trouvés d'autres ayatollahs encore plus oppressifs. C'est celui de réarmement civique grâce à l'école. Qu'est-ce que ça veut bien dire ? Quand on regarde un peu les mesures, on parle de l'uniforme, on parle de chanter la Marseillaise, on parle du SNU, on parle de aggraver les sanctions, et tout ça semble aller dans la logique d'une radicalisation raciste, réactionnaire et autoritaire de l'État français. Ouais. Et donc, tu vois, on en connaît des profs, tu vois, qui font du Freinet dans le public, qui se font harceler par du Freinet. Célestin Freinet, c'est un instituteur communiste qui est connu pour avoir pensé une autre manière, en fait, si tu veux, de faire école, qui est beaucoup plus centrée sur tu vois, la démocratie, etc. Bref, je ne rentre pas dans le détail. Pour les gens que ça intéresse, ils pourront faire des recherches. Mais typiquement, ça a donné une pédagogie qu'on appelle la pédagogie Freinet, qui aujourd'hui, quand elle est pratiquée par des enseignants dans le public, elle leur vaut des emmerdes, en fait, tu vois. Tu parlais du lycée autogéré de Paris, qui est un établissement qui a vu le jour dans le début des années 80. Tu vois, au moment où on a commencé à tester des alternatives scolaires, au début de Mitterrand d'ailleurs, tu vois, avant le tournant de la rigueur. Et en fait, c'est un établissement, tous les ans, il est menacé de fermeture, tu vois. Oui, mais justement, je trouve que c'est un bon exemple, le lycée autogéré, parce que, ok, l'éducation est très bien à l'intérieur, les élèves se sentent bien et tout. Mais moi, j'ai l'impression que seules les classes moyennes peuvent y aller, parce que quand tu regardes le résultat au bac, c'est l'un des pires. C'est pour les profs aussi, c'est-à-dire que ils seront beaucoup plus heureux le jour où, si on gardait un dispositif qui ressemble à peu près à l'école, parce que je ne suis pas contre, j'ai dit tout à l'heure des trucs un peu abolitionnistes, mais moi j'aime bien ce que fait Yazid, des écoles démocratiques, ça m'intéresse, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qu'on peut inventer, il y a plein de périmètres qu'on peut inventer qui sont des périmètres passionnants, où à mon avis, pour y avoir un peu assisté, les élèves sont quand même beaucoup plus heureux, en tout cas les enfants sont beaucoup plus heureux qu'ils ne le sont dans l'école. Ouais, mais est-ce que la solution, ça peut pas être comme tous les tafs de merde, de dire bon bah je fais mon taf de merde, le meilleur moyen possible,
Et à côté, je milite pour d'autres choses. Mais quand t'es à gauche et que tu vois, genre un flic de gauche il démissionne ou il fait autre chose, tu vois. Genre, enfin, tu sais, genre, t'as posé la question, vraiment, c'est les profs de gauche, des gens qui sont dépolitisés et qui sont inconscients de ce qu'ils sont en train de reproduire dans le truc. Je vais pas culpabiliser quelqu'un qui sait même pas ce qu'il est en train de faire subir aux élèves, tu vois. Je te parle vraiment de les profs de gauche. Pour moi, bref, ça peut pas exister. Prof de gauche, c'est bizarre, tu vois, les deux ensemble. Je trouve que ça a pas trop de sens. Imaginez le nombre de gens incroyables, de progrès, de génie, de je ne sais quoi, qu'on a perdu, que l'école a cassé, a brisé la confiance, les a sapés à jamais. D'ailleurs, je pense que nous-mêmes, on est tous encore en train de se reconstruire, de se remettre du trauma qu'a été l'école et des insécurités permanentes qu'elle a créées en nous. On a Ilyes ici, par exemple. C'est que, globalement, pourquoi, il faut toujours se demander pourquoi la bourgeoisie tient tellement à l'école. Pourquoi est-ce qu'elle continue à la financer massivement? Pourquoi est-ce qu'elle en fait toujours un sujet? Pourquoi est-ce que tous les ministres de l'Éducation disent toujours que c'était la priorité numéro 1, etc. Pourquoi vraiment l'État s'intéresse à l'école? Eh ben, je pense que de plus en plus, c'est qu'on considère les profs comme non pas des gens qui vont émanciper les élèves parce qu'on a besoin de gens qui sachent plein de trucs et qui aient un grand esprit critique pour entretenir la grande flamme révolutionnaire française. Pas du tout. On les voit comme une espèce de forteresse, enfin de poste avancé de la Mais tu sais, tu as un peu cette idée aussi qu'avant, les gens étaient analphabètes, notamment les classes populaires qui n'avaient pas le droit de lire, et que heureusement qu'il y a eu l'école, car ça a remis un peu, c'est fait qu'aujourd'hui tout le monde est capable de lire, de compter. D'ailleurs, souvent ce qu'on entend, même les onfrés qui sont là toujours, faut apprendre à lire, compter, écrire, c'est vraiment ce qui compte, ça sert à ça à l'école, etc. Parce qu'on dirait qu'ils trouvent que c'est pas encore assez autoritaire à leurs yeux. Et donc, quand on sait la place centrale de l'école, et surtout sur l'influence que l'école a sur nos chères petites têtes blondes, qui ne sont plus vraiment très blondes, on peut se demander si l'école n'est pas au centre du projet réactionnaire et raciste. Mitterrand, c'est un mec qui vient de la droite, on s'en remet pas comme ça, quoi. Donc, moi, j'aurais demandé à Jean-Luc, mais quand même, Jean-Luc, tu gardes une loyauté dingue vis-à-vis de ce mec Mitterrand qui a quand même trahi son camp et qui, de fait, est toujours resté l'homme de droite qu'il était substantiellement. Pour ma part, moi, déjà, si on veut parler de manière stricte de ce virage autoritaire, raciste, réactionnaire, vraiment particulièrement intense, je pense qu'on peut le faire remonter à minima à la fin des années 80, début des années 90, avec l'obsession grandissante pour le voile, pour les musulmans. Et il se trouve que cet ADN s'actualise cycliquement dans l'histoire. Donc, c'est à l'image d'ailleurs de la fascisation générale de la société. On dit qu'il y a un glissement fasciste. Moi, je pense qu'il y a plutôt une réactualisation du fascisme latent au sein de la société capitalo-industrielle. Parce qu'on arrive à un certain nombre de contradictions qui font que la bourgeoisie se fascise parce qu'elle en a besoin pour faire obstacle à une espèce d'adversité sociale qu'elle craint et à un certain nombre de contradictions. Pour l'école, c'est que l'école, on dit souvent qu'elle a échoué. En fait, c'est pas vrai. L'école a absolument réussi, par exemple, et notamment sa vocation disciplinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous sortez de 15 ans, où vous êtes assis des heures et des heures toute la journée, et que globalement, vous avez fermé votre gueule, aussi participatif essaye d'être le professeur, l'enseignant, de toute façon, tu fermes ta gueule à l'école et tu es assis. Je veux dire, c'est quand même ça ton truc. Tu es ponctuel. De 9 à 10, tu as cours en 302, tu es en 302. De 10 à 11, tu as cours en salle 404, tu seras en salle 404. Et ben, je veux dire, tu sors de 15 ans de ça avec une grande propension, une grande capacité à être un travailleur discipliné. Persuasif d'ailleurs, parce que je pense que Jules Ferry, qui est à la fois un grand colonisateur, un grand bourgeois soutenant l'effort industriel de la bourgeoisie et le fondateur de l'école dans la mouture qu'on connaît, je pense que croyait lui-même à ses propres idéaux quand il disait qu'on allait émanciper tout un tas de gens. Il disait peut-être pas forcément émanciper d'ailleurs, mais disons éduquer, etc. Il ne se cachait pas non plus, encore une fois, de la vocation, disons, moralisante de l'école. Il s'agissait quand même d'apprendre aux petits Français la morale. On d'ailleurs avait des cours de morale, ça c'est quand même très important. Mais par exemple, dans les années 50, 60, 70, oui, la grande majorité des enseignants étaient communistes ou socialistes. Ils étaient au PC, au PS, à la SFIO, ou leurs équivalents selon les époques. Cette aberration, elle était possible parce que, encore une fois, quand le prof de gauche arrivait au boulot, au collège, avec ses collègues, eh ben, ils étaient tous de gauche autour. Ils se racontaient des trucs de gauche. Et puis ils allaient à la cantine, puis ils étaient tous de gauche. Et puis en mai 81, le 11 mai, ils fêtaient tous ensemble la victoire parce que quand même, communistes et socialistes convolaient plutôt à ce moment-là. Voilà, c'est ça qui a créé, qui a contribué à cette espèce de fausse conscience ou à d'illusions de perspectives totalement dingues dont on est parvenu. On se dit souvent avec Yazid quand on parle, nous sommes tout à fait frappés et sidérés
par le manque d'écho qu'on peut trouver chez les militants de gauche ou chez les gens de gauche en général, aux problématiques que Yazid essaie de mettre en avant, puis moi, quand je m'associe à lui. Ça vient aussi beaucoup du fait que beaucoup, parmi les électeurs de gauche, sont des enseignants. Donc il est compliqué de mordre la main qui vous nourrit tous les matins. Ça, c'est un truc que je me souviens, il y avait Omar Sy qui avait dit ça, je crois, c'était à l'émission Click, je crois, avec Moudachour, et qui disait que lui, il était très bon en banlieue, et qu'à un moment, il a déménagé, et qu'il est devenu un élève moyen. Alors du coup, il est passé du top de la classe à un élève un peu moyen. Et ben moi, qui étais un élève moyen dans mon parcours scolaire en banlieue, quand je me suis retrouvé à aller plus tard dans le sud de la France, dans un lycée plus classique, je suis passé d'un élève moyen à un élève médiocre. Donc en fait, tu te dis, attends, il y a quand même une chute comme ça. Et je me souviens très bien quand je suis arrivé, le proviseur m'a convoqué avec mes parents le jour même de mon arrivée pour dire, il est passé en première L, lui. Il faut le faire redoubler. Parce que vu d'où il vient, Académie de Créteil, qui est la pire, etc., ça va pas être possible. Et du coup, nous, avec ma mère, on a fait, bah non, je suis passé, moi, j'ai pas envie. Donc on s'est battu. Elle a fait, OK. Et je me suis pris 2-3 de moyenne dans plein de matières. Et ça a été un choc de découvrir à ce moment-là que derrière le vernis égalitaire et tout, etc., bah en fait, il y a déjà une différence en fonction d'où t'es, tu ne vaux pas la même chose. Non, mais je veux dire, clairement, il est hors de question qu'on soit raciste. Même je pense que même le réflexe premier d'un type profilé comme moi, et encore une fois, j'étais très lambda, donc c'est pour ça que à ce titre-là que je parle de moi, parce que je pense que j'étais vraiment portrait robot de pas mal de jeunes enseignants de ces époques-là ou des époques un peu d'après. C'est vraiment, au contraire, on va peut-être presque être spontanément et un peu inconsciemment en mode discrimination positive. C'est-à-dire qu'on aura d'autant plus d'attention pour les élèves noirs et arabes, dont on sait bien que peut-être en tant que tels, ils viennent un peu plus loin, etc. Donc, il ne faut pas laisser croire que les enseignants arrivent racistes sur la place de l'école. Il y en a sans doute, bien sûr, qui arrivent, sont déjà racistes. Mais enfin, globalement, non. Et globalement, plutôt le contraire. Moi, ça, je l'ai vu, je peux en témoigner, parce qu'ils développent des... En gros, un prof se retrouve... Par ailleurs, c'est un peu ce qu'on dit des flics parfois qui viennent un peu comme ça de la campagne. C'est des petits blancs de la campagne, ils se retrouvent mutés dans le 9-3, une espèce de déflagration qui en fait des surracistes. Alors que déjà, ils avaient une bonne matrice quand même. Mais le jeune enseignant qui vient de Vendée, tu vois, un truc comme ça, c'est un peu mon cas, ou Nantes, ou l'Ouest, il est toujours muté en premier, soit dans la banlieue parisienne, soit dans le Nord, et donc dans des quartiers populaires où et là, il va trouver effectivement, parfois pour la première fois de sa vie, il va se retrouver devant des Arabes, quoi. En fait, je veux dire, non, mais il faut voir ce que c'est aussi. C'est pas du tout dans son. Voilà, il a pas sa perception du corps social est complètement chamboulée. Après, il s'y attendait un peu quand même. Il sait bien que globalement, il va aller dans des quartiers où il y aura un peu ce genre de personnes. Il arrive encore une fois pavé de bonnes intentions. Mais au bout du compte, évidemment, étant jeune, étant un peu précarisé, étant seul au monde, étant mal préparé au boulot, étant très très vite bordélisé, ça donne quoi? Un jeune prof blanc qui vient de Vendée et qui avait plein de bonnes intentions humanistes, un peu faibles, mais humanistes quand même, peu à peu, en fait, il va faire un amalgame psychologique entre les gens qui me bordélisent, c'est les Arabes bordélisent et les Arabes sont des bordéliseurs. Et puis, alors il va pas se l'avouer à lui-même, parce que quand même, il a quand même beaucoup de comment dire, d'antidote à ça. Enfin, il a beaucoup, tu vois, encore une fois, toute une espèce d'écrin humaniste qui fait qu'il ne va pas tout de suite accéder aux affects racistes qui sont en train de germer en lui. Ça va prendre du temps, mais ça va commencer à sortir. Mais en tout cas, ce que je sais à coup sûr, avant de trancher la question précédente, c'est que l'école fabrique du racisme, fabrique le racisme des enseignants, ce qui d'ailleurs après se concrétise par... des habitudes électorales ou des habitudes de vote qui sont en train de changer à vue d'œil des enseignants. Il y a un vote d'extrême droite des enseignants qui est apparu, qui est significatif maintenant depuis quelques années. Et c'est complètement logique quand vous voyez comment ça se passe. Ça ne peut pas se passer autrement. Qu'est-ce que tu fais quand tu hérites de tes classes? Emploi du temps, je vais faire ça, tu es inquiet, oh merde, putain, j'ai pas mon vendredi après-midi, etc. Mais surtout, tu as le trombinoscope. Tu as le trombinoscope des classes, en fait. Tu as les élèves comme ça. Et tu sais ce que tu fais? Tu sais ce que je me suis vu faire? Parce que j'avais en tête les reportages à la télé, les machins, les trucs comme ça. Pourtant, je n'étais pas niais, tu vois. Je n'étais pas quand même complètement candide politiquement et même sur les questions raciales. Et ben même un mec comme moi, quand même, qu'est-ce qu'il fait quand il a sa seconde set là et qu'il regarde? Il regarde un peu le profil général. Il compte les Arabes. Mais je vous le dis. Et si moi je l'ai fait, je ne suis pas un mec d'une pureté morale absolue, mais quand même, je pense que beaucoup de mes collègues ont fait pareil. Parce que t'avais quand même... Il faut avoir en tête ce qu'est l'école. Fondamentalement, c'est un endroit où, en fait, on tient captif des gens qui n'ont pas demandé à être là. Et justement, est-ce que là, on parle du profilage racial et le fait que les profs ont du mal à admettre ça. Est-ce que justement, l'islam, c'est pas le cadeau qui a été fait pour les profs d'être raciste
Mais par une excuse, Bah, bien sûr, la c'est laïcité. l'islam. Effectivement, Bien au sûr. moins, on aura, parce que je pense que les profs se sentent aussi en position de faiblesse. Ils sentent que quand même, les élèves sont en train de gagner d'une certaine manière, ils se sentent bordélisés, dépassés, submergés. Et là, c'est une façon de reprendre la main, avec effectivement la petite nuance raciste d'usage. Et puis je pense qu'il faut pas oublier aussi que on parlait tout à l'heure d'inconscient, tout ça, mais je pense aussi ce qui joue là-dedans, c'est à quel point tu peux te permettre. Je pense que justement, quand tu te retrouvais face à certains élèves où tu sais que les parents, tu vas les voir, ils vont venir au conseil des classes, tu les rencontres, même l'enfant blanc a plus de droits. C'est-à-dire que le frapper ou être dur avec lui ou lui faire subir des choses va être perçu comme plus grave par les collègues, par les parents, par le reste de l'école et tout, etc. Et je pense que ça a joué. Moi, je me souviens juste parfois, quand ça arrivait, genre même, tu sais, le moment où tu rencontres les professeurs avec tes parents, ah, ils parlent pas français, quoi. Ouais, Tu sais, ouais. tu vois des choses comme ça, genre, ah, les parents, là, ah, de toute façon, ils sont 8, donc c'est peine perdue. Et donc, ça facilite aussi la punition. Ah, bah lui, on peut d'autant plus lui en mettre plein la gueule que tout le monde s'en fout de son cas. Ah, mais ses parents eux-mêmes, parce que de toute façon, ceci ou cela. Et donc, je pense qu'il y a tout un ensemble, quelque chose qui fait que ça devient encore plus oppressif pour certains. Mais là où je te rejoins vraiment, c'est que c'est ça que tu vis. Moi, je me souviens de ce moment quand même où on débarque dans la vie, c'est bien, on s'amuse, on découvre son corps, et d'un coup, on est sur une chaise, et dès qu'on tremble un peu trop, on est puni, on est rappelé à l'ordre, on n'a plus le droit de courir, et on attend que la récré. Ouais. Moi, je me souviens que les moments de joie intense, d'hystérie, qui sont la récré, c'est de l'hystérie collective où, enfin, ces corps-là qu'on peut animer, qu'on peut courir, on peut jouer, on peut se toucher, tout ce qu'on a envie de faire quand on est enfant, et qu'on ne peut pas faire dans une classe. Ouais, justement, et c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, François, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction qui peut pas être résolue, ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux qui vont critiquer les élèves de ne pas, de pas être respectueux en classe, de ne pas être disciplinés, alors que pour moi, c'est impossible de rester de 8h à midi, 2h, 17h, sage en classe, surtout quand tu ne comprends rien. Parce que les gens se demandent pourquoi les fouteurs de merde, c'est ceux qui ont des mauvaises notes. Bah, c'est parce qu'ils s'emmerdent, quoi. Ils ne comprennent rien, ils ne peuvent pas rester 8 heures juste à attendre en silence dans le fond. Et en même Si temps, on c'est pense là où- structurellement les choses, les profs sont les victimes. Ils sont Ah. aussi des victimes. Non, mais si on, Ah, voilà. si on pense Aussi victimes. structurellement les choses, ils sont Ouais. autant victimes que les élèves. Enfin, c'est tout le Mais des dispositif victimes, qu'ils là, n'ont je pas dirais, inventé. Moi, où j'en voudrais aux profs, c'est pas tant d'en arriver pratiquement à tout ce que j'ai décrit, à savoir d'en arriver presque à être raciste, à dire des choses horribles, à punir dans des sales conditions et à développer tout un tas d'imaginaires nauséabonds. Je leur en veux pas parce que pour moi, c'est vraiment des sécrétions de la structure. Donc, effectivement, on les met dans un truc complètement impossible, Question nationale. indémerdable. Son statut, sa dignité, ça veut dire sa fierté, là où il a un peu, comment dire, de crédibilité, c'est par l'éducation nationale. Et donc pour lui, vu qu'il a réussi, et parfois c'est pas seulement des bourgeois qui réussissent, qui deviennent profs, c'est un peu des classes populaires et des classes moyennes, où pour eux c'est une ascension. Pour eux, c'est presque trop difficile de remettre en cause l'école parce que c'est. Mais moi j'ai réussi, c'est grâce à ça. Et que. Est-ce que tu n'as pas peur que ça fasse l'effet inverse et que pour eux la solution, et on le voit actuellement, ça vienne sur un demande ce qu'essaye de faire Attal, un demande de plus d'autorité. Oui, c'est ça. Mais là, c'est ce que j'appelle le stade intermédiaire. Le stade intermédiaire, ça serait ça. C'est que quand je dis qu'ils se trompent de cible, c'est qu'ils se trompent vraiment de cible et ils se trompent de revendication. Donc, effectivement, ce qu'ils veulent, c'est verrouiller la structure. Plutôt que de critiquer la structure, on va la verrouiller, on va la raffermir, la consolider. Donc, effectivement, quand un Gabriel Attal arrive et montre des signes, comme Blanquer, d'ailleurs, qui a été plutôt populaire au début dans la corporation, montre des signes de on va remettre de l'ordre dans tout ça, oui, les profs sont plutôt contents. C'est-à-dire qu'on on est un peu au stade, si vraiment je voulais caricaturer, schématiser, on est au stade fasciste de la contestation enseignante. Donc je pense que l'école publique va quand même se diriger de plus en plus à l'image de ce qu'elle est aux États-Unis déjà, c'est-à-dire en gros, ce sera des profs noirs et arabes qui feront des cours pour des jeunes noirs et arabes. Hein. C'est ça qui va se passer. C'est déjà beaucoup le cas dans certaines écoles primaires de quartier. Je suis très frappé par ça. Et Ça donc, n'a comme les flics noirs et arabes. Je fais beaucoup de parallèles avec la police, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça Bah oui, probablement. Après, le flic noir et arabe, c'est encore un autre truc. Quoi. Non, mais flic, c'est forcément pire quand même. Est-ce que pour vous, il y a vraiment un truc de changement comme ça où ils veulent un peu ce truc autoritaire? Bah, il y a un franchissement de seuil, c'est certain. Parce que moi, à l'époque où j'allais à l'école, effectivement, on finissait pas au commissariat à l'âge de 8 ans. C'était le cas après, je pense que c'était après Samuel Paty, qui avait un gosse de 8 ans. Non,
C'était après un attentat. Mais enfin, la multiplication des signalements, la police qui rentre dans les On se rappelle établissements, aussi etc. la prière la prière des enfants. Prière à Nice, etc. C'est vrai qu'on a franchi un seuil, mais encore une fois, je pense qu'il faut pas non plus faire comme si ça avait démarré il y a 3 Ouais. mois. En 2004, j'ai pas vu beaucoup de profs se soulever contre la loi. Non, parce que tu avais aussi le même truc, c'est-à-dire que dans le roman que se racontent les enseignants, que se raconte la société française ou l'État français, et donc ses fonctionnaires à sa suite, il y a l'idée que l'école publique s'est construite, a été une espèce de conquête contre la religion. En l'occurrence, la religion catholique, qui de fait avait une certaine emprise sur la société française quand même à la fin du 19e. Et la loi de 1905 était quand même quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Il faut bien voir que... Et de fait, les enseignants de père en fils, et il y a une grande lignée qui se construisent un peu dans l'idée que plus il y aura de savoir, moins il y aura d'emprise religieuse. Donc quand arrive en 1989 la première affaire du voile, qui avait été brutée par des intellectuels, qu'on pourrait nommer, c'est très intéressant ce qui s'est joué dans le champ intellectuel à ce moment-là, quoi. Il y a quelque chose qui s'est structuré à ce moment-là. Je pense que les profs étaient massivement réfractaires au fait qu'il y ait des jeunes filles voilées qui pénètrent les établissements scolaires. Parce que précisément, se rejouait en eux, moi je pense que mes parents sont comme ça par exemple, ils se sont beaucoup construits contre la religion catholique, l'emprise catholique vendéenne, et donc eux, pour eux, l'école publique, ça a toujours été le lieu où enfin les curés arrêtent de nous faire chier. Donc si tu veux, quand reviennent des signes religieux, il y a quelque chose qui s'active dans ces enseignants-là en 89 qui est, ça y est, ils sont en train de reprendre du terrain. Les religieux, qu'ils s'appellent mollahs ou prêtres ou que sais-je, peu importe, là il y a un amalgame qui a été fait. Donc c'est pour ça que tu as eu massivement des enseignants qui venaient de cette espèce d'imaginaire-là laïque. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réaction épidermique de la part des profs? Il y a une scène un peu comme ça entre les murs par rapport aux revendications identitaires. C'est-à-dire que le prof est dans cet idéal républicain, on ne voit pas les couleurs, on est tous français, il n'y a pas de blanc, noir. Et que je sens que parfois il y a un truc, quand il y a un élève qui se dit « Ah mais moi je suis africain non, t'es français ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc comme ça chez eux? Ouais, je pense que les profs n'aiment pas beaucoup entendre ça. Je généralise un peu, l'attitude changera. Moi, je racontais dans le livre, il y avait un truc que j'avais vécu, on avait demandé aux élèves, c'était dans un collège du 19e arrondissement, mais qui était très, très, très précaire, enfin, donc voilà, qui allait donner lieu au livre. Et dans le livre, je racontais une scène que j'avais vécue, c'était à la fin de l'année, la prof d'art plastique leur avait demandé, allez, petite activité dans la cour, on va aller chacun, vous peignez ce mur-là, voilà, et chacun, il fait le truc. Et je descends, et je vois ce qu'ils ont fait avec ma collègue d'art plastique, qui est une amie. Et puis, effectivement, les Maliens, ceux d'origine malienne avaient fait un drapeau malien, ceux d'origine sénégalaise avaient fait un drapeau sénégalais, et ceux d'origine marocaine, un drapeau marocain, etc. Et oui, le premier réflexe du prof que j'étais, c'était de dire, bon, moi, ça n'a pas été quand même de dire, qu'est-ce que c'est que tous ces identitaires, vous êtes tous des nationalistes, vous êtes tous des cons, vous n'avez rien compris à Victor Hugo. C'est pas ça que j'ai dit, parce que je suis pas si con. En plus, là, on est en 2003-4, donc je suis quand même de moins en moins con sur ces sujets-là. Mais quand même, je leur dis, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage que vous soyez tous un peu centrés sur vos identités. Et pourquoi? Parce que j'étais colorblind de ma propre couleur. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'étais aussi un bloc identitaire, mais je ne me rendais pas compte. Tu te rends compte, en fait, en fréquentant des classes de racisés. Mais est-ce que l'école, c'est pas l'illustration de la critique qu'on fait sur le progressisme? C'est-à-dire la manière dont il peut être utilisé afin de mater les élèves nord-arabes. Je parle, par exemple, avec l'idée que mais ces élèves sont foncièrement homophobes, sexistes, antisémites et tout, et donc il faut être encore plus virulent, et même parfois il y a un truc d'humiliation et de répression à travers leurs idées. Et par exemple, un élève qui aurait un propos homophobe, plutôt que d'engager une discussion sur le sujet, il y a tout de suite la répression, parce qu'il faut tout de suite, en gros, civiliser ce petit arabe ou ce petit noir qui pense pas bien. On est tous oui. Ça. Oui, d'accord. Quelle est la question? Si tu mélanges ça avec l'ambiance du moment, qui est quand même une ambiance, alors islamophobe, autoritaire, donc on se retrouve à tester des choses, à voir des choses qui étaient inimaginables il y a 15 ou 20 ans, alors qu'il y a 15 ou 20 ans, il y avait déjà d'islamophobie, etc. Mais quand on parle, par exemple, d'enfants qui se retrouvent dans des commissariats ou de parents qui sont perquisitionnés parce que les enfants se sont mal comportés pendant des minutes de silence, on a quand même la démonstration que c'est un endroit où on peut tester des choses en matière de répression, en particulier des Arabes et des Noirs, au nom
quand il y a des groupes de pression, genre des parents d'élèves qui envoient des SMS pour dire on veut couper le zizi des gosses avec les ABCD de l'égalité, on veut mettre justement la parole. Non, mais c'est la fake news de l'extrême droite, tu vois, hyper partagée par Zemmour, qu'on retrouve aujourd'hui jusque dans des morceaux de rap et tout, tellement dans des sketchs, tellement c'est devenu, on dirait que c'est un fait, tu vois, mais que ça a fait passer l'ABCD de l'égalité, qui est un truc encore un peu mou, pour un espèce de machin qui va transsexualiser tous les gosses. Bah là, d'un coup, tu peux la voir redevenir bêtement réactionnaire aussi, l'école à ce moment-là. Je pense que fondamentalement, l'école est un dispositif pervers. Un exemple de perversité, c'est les injonctions paradoxales, comme on sait. Moi, je trouve toujours dingue d'imposer à une jeune fille d'aller à l'école. C'est la scolarité obligatoire. Elle est factuellement obligatoire, la scolarité en France. Je veux dire, elle n'est pas stricto sensu. L'instruction est obligatoire. Mais en gros, tu es quand même globalement, socialement obligé d'aller à l'école. Donc, il faut arrêter de raconter. C'est devenu très compliqué. Voilà, tout à fait. Les alternatives sont très compliquées. Et donc, mettons que cette jeune fille soit musulmane et qu'elle ait 15 ans et qu'elle porte le voile. Donc, tu lui enjoins d'aller à l'école et une fois qu'elle y est, tu lui enjoins d'enlever son voile. C'est une double injonction paradoxale et je pense que c'est pervers. C'est un dispositif pervers. Peut-être un prof véritablement, on va dire de gauche pour rester dans cette schématisation-là des choses. Moi, j'en rencontre plein. Des jeunes enseignants, il y en a plein. Quand je fais des rencontres en librairie ou ailleurs, en général, il y a pas mal de jeunes enseignants de gauche. Par une logique sociologique bien compréhensible. Ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux. Alors comment ils s'en sortent? Ils s'en sortent en disant, c'est un peu comme ça que je faisais aussi, j'essaie juste d'humilier personne dans ma journée. C'était un peu ça mon truc, moi. Qu'ils se fassent pas trop chier, sachant qu'ils vont se faire chier. Et surtout, j'essaie de pas être plus brutal que la machine. Voilà. Et moi, je rencontre souvent des jeunes enseignants qui en sont là, quoi. Qui disent, voilà, moi j'ai traversé une journée, c'est un peu la galère, mais je peux un peu me regarder dans la glace le soir si je sens que j'ai quand même pas humilié un élève, que je n'ai pas mis la tête sous l'eau, que j'ai pas été raciste avec quelqu'un qui subit déjà le racisme. Te produit en fait des cohortes de gens qui sont globalement pas très disposés à remettre en cause l'ordre établi, parce qu'il y a un truc qu'on dit pas beaucoup, c'est que les sociétés massivement scolarisées, et là tu vois, je m'éloigne même de la France, les sociétés massivement scolarisées ne sont quand même pas des sociétés très disposées à la révolte. Tu vois, et je pense que c'est pas totalement décorrélé. Il y a un lien entre les deux. Tu vois, il y a une façon, tu vois, de préparer la société à accepter une certaine organisation qui n'est pas étrangère au fonctionnement de l'école. Le personnel d'entretien noir et arabe, surveillant noir et arabe, et en plus, mais il disait exactement ça, les CPESC, on prend des noirs et arabes jeunes. Pas mal des hommes du quartier parce qu'il faut réussir dans la cour de récré, des médiateurs, quoi. Voilà, de les contrôler. Et d'ailleurs, c'est très intéressant la relation entre les profs et les surveillants, parce que les surveillants, ils sont dans un entre-deux, tu vois. En même temps, personnel scolaire, en même temps, c'est des jeunes de 18-20 ans. Qui ont raté l'école. Voilà, et qui sont un peu, qui aiment bien aussi les élèves. Un exemple de parole raciste que j'entends dès 98-99, c'est de toute façon, les surveillants, on peut pas compter sur eux, ils sont comme eux. Voilà. Ils sont de leur côté. Et oui, c'était immédiatement racial. Oui, bon, là, moi, je voudrais revenir là-dessus. J'en entends souvent des profs qui me disent oui, c'est vrai que c'est pas top comme métier, c'est pas génial, on nous demande de faire des choses qui sont pendables. Bon, oui. Mais quand même, j'arrive à développer chez certains de mes élèves un esprit contestataire, un esprit machin. Bon, moi, je leur demande toujours, mais comment tu peux vérifier que tu arrives à faire ça? Tu as devant toi 25 élèves que tu vois jamais, tu les vois pas en dehors, jamais, ou très rarement, ou très à la marge. Tu ne les connais pas, donc comment tu peux vraiment être sûr que tu as déposé en eux le germe de l'esprit critique qui plus tard se cristallisera en grande contestation, les gens deviendront des grands penseurs décoloniaux ou que sais-je, ou des grands penseurs marxistes. Mais à un moment, tu vois, quand tu dis il faut bien qu'ils bouffent, faut qu'ils bouffent en étant des porte-clés pour enfermer des élèves dans des classes et les faire souffrir. Moi, en tout cas, moi j'étais dans un lycée du 93, quoi. Il y avait beaucoup de profs de gauche, mais qui entretenaient beaucoup trop cette stature de non, c'est important de savoir, c'est important d'enseigner. Je suis là justement dans une mission civilisatrice. Moi j'ai même un prof un jour qui m'a fait la blague. Et pour autant, on s'y retrouvait pas nécessairement. Alors même que des fois, il y avait des profs qui se donnaient pas qui n'avaient pas ce rôle militant-là à l'extérieur de leur métier, mais qui pouvaient se dire, putain, on se fait chier. Ok, d'accord, aujourd'hui, je vais leur montrer un film, puis on va en parler pendant une semaine à travers mon cours. Ok, d'accord, je vais m'apprendre à les vanner et à faire des blagues avec eux pour un peu déconstruire le cours du sachant qui donne le cours un peu bêtement. Donc, de ce point de vue-là, moi, je me sors totalement du jeu. Je veux dire, il faut reprendre les choses à zéro. Qu'est-ce qu'on veut? Comment veut-on que vivent les enfants qui ont de 5 à 18 ans? Qu'est-ce qu'on souhaite pour eux comme vie quotidienne? C'est ça la question.
Moi, ce que je souhaite pour des enfants de 5 à 18 ans, c'est qu'ils soient heureux, épanouis, qu'ils s'amusent, qu'ils s'émancipent, qu'ils s'éveillent et plein de choses. Pour ça, le dispositif scolaire est le pire du monde. Mais- C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire n'est pas possible à l'école et même a été programmé pour que ça ne soit pas possible. Vraiment, j'insiste toujours bien là-dessus. Après, fondamentalement, il faut aussi se demander est-ce que les enfants ont besoin de quelque chose qui s'appelle l'école? Moi, je pense que non. Moi, je pense que le vrai problème pour un enfant, c'est dans quel environnement de C'est vie. rase, c'est le il est. côté Ouais. où tu veux faire quoi des gens qui ont envie de devenir prof, qui est déjà une élévation sociale de fou. Puisque tu dis, ouais, soit je vais aller à l'usine et je vais me faire maltraiter toute ma vie. Et là, si j'ai une chance, bah, c'est ça que les parents souhaitent souvent pour leurs enfants, c'est devenir au moins prof, quoi. C'est déjà une telle élévation, puis tu seras fonctionnaire, donc tu auras un salaire, tu auras quelque chose. Je pense qu'il y a plein de profs qui le vivent déjà comme une forme de privilège. Et là, Donc, moi, est-ce où ce renversement-là de abolir l'école, moi, j'y pensais tout le temps quand j'étais jeune. Et surtout, je trouve que c'est utopiste, c'est que tu imagines, mais un endroit où je pourrais apprendre des choses qui m'intéressent au moment où ça m'intéresse, que ce soit me consacrer à un sport, à une pratique artistique, découvrir vraiment, parce qu'on se passionne quand on est jeune. Moi, je me souviens, j'avais Ovis Solo avec qui j'écrivais les premiers épisodes de Doxa, qui on détestait l'école tous les deux, et quand on avait fait notre Doxa sur l'école, on en parlait beaucoup, et lui, il m'avait dit cette chose que je trouve très très vraie. Il m'avait dit quand même, l'école, c'est un endroit dès la primaire où on t'apprend les dinosaures, l'espace, le cosmos, l'histoire des êtres humains, ce qui est absolument passionnant, et ils arrivent à rendre ça chiant. Comment tu rends des dinosaures chiants à des enfants, alors que ton premier rapport aux dinosaures, c'est t'as les figurines, Jurassic Park, et tu arrives à l'école et c'est chiant. On verra qu'en général, on apprend. Moi, je prends toujours l'exemple de la façon dont moi, j'étais devenu incollable sur le football mondial à l'âge de 12 ans. Alors, j'avais pas de cours de foot. J'adorais le foot. Je prends cet exemple parce que je pense qu'il est très répandu, notamment chez les garçons. Je pouvais réciter à l'envi tous les effectifs de toutes les équipes de la Coupe du Monde en Espagne en 82. Et je n'avais à aucun moment, je m'étais mis à vraiment essayer d'apprendre par cœur. Je les avais appris au fil des matchs et au fil de ma passion et au fil de, je lisais un peu l'équipe comme ça, où j'écoutais mes parents en parler ou mes copains. Voilà, et on apprend tout ce qu'on désire apprendre, on l'apprend En fait, en on toute fluidité apprend- et sans on effort. apprend Donc nous-mêmes. l'idée de effort savoir, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aussi complètement déconstruire, qui me paraît venir d'une espèce de conception un peu doloriste du savoir, peut-être post-judéo-chrétienne, comme on dit parfois un peu grossièrement. Savoir, il faut toujours souffrir pour arriver à quelque chose, quoi. Ben, c'est pas vrai. En matière de savoir, c'est pas vrai. Mais ça demande, c'est pas forcément toujours la joie ou ça demande un Non, certain mais effort. Dany a tout dit, effectivement. Tu aimes le sport, tu aimes par Bah exemple voilà. le basket, eh ben, tu prends du plaisir à y aller, tu y vas pour le plaisir. Puis à un moment, effectivement, tu veux accéder à un certain niveau d'excellence. Et là, ça va passer par un peu de muscu. Ouais. Ou là, ça va être un peu plus pénible, ou par se lever un peu tôt, par peut-être une diététique. Donc c'est chiant, tu t'interdis de manger. Mais ça, c'est un autre stade. C'est quand tu. L'important, c'est qu'au bout du compte, il y a quand même la passion et l'amour du basket. Et ce qui fait qu'au bout du compte, ça se fait tout seul. Non, mais ouais, j'ai eu 11 au bac, arrêtez de croire que j'étais. Mais j'avais 6 de moyenne toute l'année. C'est ça aussi, c'est qu'au final, on est là, on dirait que c'est avec l'école qu'on apprend les choses. Mais tu parlais du foot, pour moi, c'est de l'érudition. Quand j'ai commencé à... de la vie, en fait. Quand j'ai commencé à comprendre, ben oui, non mais en vrai, de vrai, mais quand j'ai commencé à comprendre que les conversations, et bien plus tard, hein, des années après, mais que les conversations avec mes amis, on parlait que de jeux vidéo ou de machin, et qu'on allait hyper précisément, bien on sûr. connaissait le nom du développeur Oui, mais japonais, Bien sûr. Si puis je veux- on si je connaissait veux être sa chiant. vie. Si je veux être chiant et je vais être le contradicteur, ils vont me dire oui, bon, le foot, les jeux vidéo, comment tu fais quand c'est un truc Ouais, mais- sérieux? ouais, mais Voilà. justement- Si tu vas prendre la biologie, oui, mais j'aime le foot. Ouais, mais justement- J'aime le foot. Hein. Mais voilà, ils vont te dire oui, d'accord, ok, mais quand il y a un truc vraiment très pointu, là, c'est différent. Ah oui, mais justement. Alors, juste pour répondre à ta question sur cette histoire des vrais savoirs versus les faux savoirs, je pense Alors, que. je précise, je joue au con aussi. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai Non, mais pas j'y d'être réponds. réac- Tu le fais Non, mais- super bien. Je le fais super bien. Mais attends, le rôle de ta vie. Il y a trop de 32 Non, mais- ans de pratique. Hein. Il y a sans doute des gens qui croient à ce que tu dis. On peut écouter Yazid, mais c'est incroyable. T'as vu comment ça... Dès que Lara parle, ça y est, c'est fini. Vas-y, Yazid. Incroyable. Je pense qu'un des grands drames de l'école, tel qu'on la connaît là, c'est le rapport qu'elle nous fait entretenir à comment fonctionne le savoir. On a vraiment imprimé l'idée que le savoir, en fait, ça fonctionne comme des silos. Tu vois, tu as d'un côté les maths, puis de l'autre, tu as l'histoire, et puis tu as la géographie, et puis ça va te faire même des profils. Tu as des gens qui sont plutôt scientifiques, puis certains qui sont plutôt littéraires, et Ouais. d'autres qui sont plutôt manuels. Tu vois, Ouais. alors que en fait, ça n'existe nulle part, ça. Tu vois, on parlait du foot. Moi aussi, j'adore le foot. Mais en fait, figure-toi que, alors, figure-toi que à travers le foot, je me suis passionné pour la géographie. Tu vois, parce qu'en fait,
Bah, moi, j'aime la Juve, l'équipe de Turin. Et ben en fait, C'est une vraie erreur. Ça, On dit la Juve. la Juve. On dit la Juve. La Juve, bien sûr. Bien sûr. Et en fait, On va passer à la conclusion parce qu'il commence à se faire tard. Donc, comme d'habitude, on fait un petit tour. Si vous voulez réagir, faire le petit tour, vous avez le droit. On a beaucoup. J'ai l'impression que les profs doivent déprimer, de se dire ok. Donc, est-ce que et on vous avez pourrait un. continuer encore Pour longtemps. conclusion, et vous dites ce que vous voulez, mais moi j'aurais quand même une question. Un petit mot pour les profs, une bouteille à la mer, un truc Ouais. comme ça. Groland disait un bon écologiste est un écologiste mort. Du coup, est-ce qu'un bon prof. Waouh, est un prof- je ne veux pas dire ma Le chaîne. prof, et c'est un autre élément de sa déprime profonde, quand bien même des fois il serait un peu efficace, il apprendrait vaguement des trucs à vaguement des gens, il n'en aurait aucune marque. Un prof ne peut jamais vérifier que il s'est passé quelque chose véritablement. Ça, c'est bizarre, hein. Psychologiquement, essayez de réfléchir à ça. Hein. Et ceux qui vont dire. Juste une dernière pub avant qu'on parte. Ce super magazine que va acheter François Bégodeau, qui va apprécier, tu nous feras un retour. Tu l'as acheté toi? Non. Mais ils attendent. Tu sais qu'ils attendent qu'on leur donne. Achetez-les. Moi je l'ai acheté. J'ai écrit 3 trucs dedans, je l'ai acheté. Donc vous allez l'acheter, tout le monde l'achète. Oh, les C'est toi pinces. qui m'as dit c'est bon maintenant faut se faire offrir des trucs. Je me fais Non, tous les livres tu du monde. achètes. Nous, C'est on toi est- qui m'as dit ça T'achètes sinon t'es raciste. C'est tout. Donc le Allez sur le Tipeee. je crois qu'on a, Allez sur le qu'on a Tipeee. rempli la barre de dons. Oui, oui, Ouais, donc maintenant le grand emplacement est acté. Merci à tous d'avoir soutenu ça. Merci François. Merci C'est à toujours toi. un plaisir de Merci. t'avoir. Ouais, J'espère pareil. qu'on pourra parler foot en vrai. Hein. Mais ouais, il faudrait. Bah, on fait une émission. Quand tu veux. Samir revient, on parle foot. Ok. T'as suivi un peu la CAN ou pas? Bah évidemment. Et t'en penses On quoi? va pas parler de la CAN. Toutes mes équipes préférées ont été éliminées au bout d'un T'étais tour. pour L'Algérie. On va pas Ouais. parler de la CAN. Moi, Hein Maroc, j'aime beaucoup aussi. Moi, je suis C'était- Algérie, Maroc. J'aime bien l'Égypte aussi pour ça là. Donc là, non, c'est les Noirs qui ont gagné là. Waouh. Il alimente les conflits. Hein. Ouais, c'est Il alimente les. Ah, il a raison. Non, hein. mais... il L'Afrique mérite. l'Afrique du Nord Il y a- s'est fait désinguer. Non, mais il y a eu des belles surprises. Moi, je suis content qu'il y ait eu vraiment des surprises, que les grosses Ouais, c'est équipes bien. se soient fait Ouais, c'est pas virer. mal. Je suis Une petite content. leçon d'humilité, ça Bah, fait Cap bien. Voilà. Vert, on voyait pas ça venir. Moi, je savais même pas Ah, qu'il y avait bah, une équipe. c'est un truc Cap de Vert, fou. tu vois. C'est incroyable. Non, mais t'as des équipes comme ça, Mauritanie qui se retrouve en 8e. Ouais, ouais. C'est beau, hein. Et il y a la Côte d'Ivoire qui ressuscite. Donc, Grâce au Maroc, qui s'est entre-temps fait éliminer. Bref, c'est Ouais. scénario